Bonjour à tous, merci à MRM pour l'organisation de ces journées, merci de nous avoir conviés aussi pour présenter alors, un des sujets qui nous intéresse, on va évoquer, Angéline et moi, le sujet de l'entretien et de la fonctionnalité des passes à boissons. Donc moi je vais commencer cette première partie de présentation et vous présenter en fait un travail qu'on a mené, qui n'est pas tout récent, il a déjà une dizaine d'années, qui consistait à évaluer en fait l'état et la fonctionnalité de certaines passes à poissons en Bretagne. Donc c'est une étude qui a été menée en 2012-2013 par BGM, en étroite collaboration avec les fédérations de pêche départementales qui ont effectué toute la phase de terrain, en collaboration également avec l'OFB et certaines collectivités territoriales. Et c'est une étude qui a été financée donc par la région Bretagne, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et un soutien également de la FNPF. Donc, d'après les données de 2012, la Bretagne disposait de 3500 obstacles, en tout cas qui étaient référencés dans le référentiel des obstacles à l'écoulement. 18% de ces obstacles étaient équipés de 1 ou 2 dispositifs de franchissement, mais jusqu'alors, aucune évaluation globale de l'efficacité de ces passes à poissons n'avait été réalisée. Donc, parmi ces passes à poissons, on avait environ 24% de passes à ralentisseurs, qui sont des passes adaptées plutôt pour les salmonidés, notamment les saumons et puis truites. 25% de passes à bassin, 18% de passes à anguilles, 10% de pré-barrage et environ 9% de rivières de contournement. Donc ça donne une image un petit peu des types de passes en tout cas qui existent en Bretagne. C'est des passes qui avaient été construites, on a commencé la construction des passes dans les années 90, voire un petit peu avant pour les premières passes à la ralentisseur. Donc ça peut être des passes assez anciennes. Donc l'objectif de notre travail, c'était de définir une méthode pour mener un état des lieux de l'entretien, mais surtout de la fonctionnalité de nos passes à poissons, qui pouvaient être vieillissantes dans certains cas. Donc on a travaillé sur 49 dispositifs de franchissement sur 6 rivières bretonnes et on avait fait le choix en fait de choisir 1 voire 2 bassins versants par département breton pour avoir une image assez hétérogène en fait des types de passes à poissons qu'on pouvait disposer en Bretagne. Donc on a travaillé sur le bassin du Couesnon qui est un bassin versant à proximité de la Célune, dont on aura parlé tout à l'heure, qui est situé en Ille-et-Vilaine. On a travaillé sur le bassin versant du Lef, qui est un bassin versant du département des Côtes-d'Armor. Le bassin versant du Dossène, qui est une rivière du Finistère, là, dans le nord de la Bretagne. Et puis, dans le Morbihan, on a travaillé à la fois sur le bassin versant du Scorff et puis sur 4 passes à poissons qui étaient situées sur le bassin versant de l'Oust, qui est un affluent de la Vilaine. Au niveau de la méthode de terrain, donc c'est vrai qu'on a dû tout définir. Donc le premier travail, ça a été de définir le protocole de terrain et puis derrière le protocole d'analyse des données. Donc l'objectif, c'était pour nous de vérifier le dimensionnement de la passe à poissons et d'évaluer sa fonctionnalité le jour de la visite pour les conditions de débit observées. Donc ça, c'est bien, il y a bien un cadre qui est bien défini au départ. Il s'agissait de faire des contrôles de terrain pour évaluer l'entretien et l'état du génie civil. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, Angéline en parlera un petit peu après, mais c'est assez en lien avec l'application GPAP qui a été développée par l'Ogrami. Et on a été un petit peu plus loin dans la méthode, c'est-à-dire que là, nous, on a pris des mesures de génie civil et des niveaux d'eau sur chacune des passes. Et on a adapté en fait les mesures à prendre en fonction du type de passe à poissons qu'on pouvait retrouver sur les rivières. Alors le protocole de terrain, donc ça c'est un exemple de fiche de terrain, mais je ne vais pas détailler tout ça de manière très précise. Il y a une première partie de la fiche de terrain qui consistait en fait à définir les caractéristiques générales de l'obstacle, les conditions d'observation le jour de la visite, et puis une partie qui consistait à définir l'état de l'entretien de la passe à poissons. Alors au niveau de la passe, au niveau de son génie civil, et puis aussi de qualifier les débordements, les écoulements qui pouvaient être liés à des problèmes d'entretien et de dimensionnement le jour de la visite. Et puis ensuite, on avait des informations qui sont liées plus au type de passe à poissons, aux équipements qui sont présents et l'attractivité de la passe, enfin l'emplacement de la passe à poissons. Au niveau des mesures prises sur le terrain, donc, on a mesuré les lignes d'eau à Valamont, la cote des chevrons ou des ralentisseurs en fonction du type de passe à poissons, la cote des échancrures pour les passes à bassin, longueur, largeur des passes et d'autres mesures qui étaient spécifiques en fonction du type de passe. Donc on a pu réaliser de 2 à 4 visites par jour
en fonction du trajet et puis de la distance entre les ouvrages et puis le temps aussi qu'on avait sur une journée. Ça nécessitait quand même pas mal de personnes présentes sur le terrain, puisque ça nécessitait un minimum de 4 personnes. 2 personnes pour prendre les mesures au niveau du dispositif de franchissement, 1 personne pour prendre les cotes et 1 personne pour noter les mesures sur les différentes fiches de saisie. Donc ça, vous voyez, ça montre quand même la complexité des mesures à prendre sur le terrain pour avoir une image assez fine pour évaluer en fait l'efficacité et la fonctionnalité d'une passe à poisson. Donc là, on a l'exemple à gauche de la fiche de terrain adaptée pour les passes à bassin et l'ensemble des mesures qu'on a prises. Et puis à droite, c'est un exemple pour des passes à ralentisseur. Et ensuite, en fait, toutes ces données, elles sont nécessaires puisqu'en fait, pour les passes à bassin, les passes ralentisseurs, il y a une ancienne application qui s'appelle Cassiope qui avait été développée par le Conseil supérieur de la pêche il y a déjà pas mal de temps, une vingtaine d'années, qui permet en fait de saisir l'ensemble des mesures prises sur le terrain sur cette application. Donc c'est une application qui est vieillissante mais qui fonctionnait très bien. Donc effectivement, c'est pas très ergonomique comme application. Donc je crois qu'il y a un travail qui est en cours par l'OFB pour actualiser en fait cette application. Mais en tout cas, en rentrant l'ensemble des données, ça permet d'avoir une idée en fait de la fonctionnalité de la passe à poisson. Alors au départ, c'est un logiciel qui est plutôt utilisé pour la conception de passes, mais nous on l'a utilisé en fait pour vérifier le bon dimensionnement en fait des passes à poisson existantes. Donc ensuite, on a pour chaque espèce visée, alors on a appris en fait les espèces visées qui est par le classement L214.17, des ouvrages situés en liste 2. Donc là, on a à la fois travaillé sur les migrateurs amphihalins, qui étaient visés par le classement liste 2, mais aussi par les espèces holobiotiques. Donc on a pu travailler également sur la vandoise, le brochet et la truite. Et pour chaque espèce sur laquelle on a travaillé, on a donné une évaluation de la fonctionnalité en fonction de 3 critères. C'était de savoir si la passe était fonctionnelle, sélective ou non fonctionnelle. L'ensemble des critères et des paramètres qu'on a utilisés, ils étaient issus de la bibliographie existante. Donc on s'est basé sur les critères utilisés, développés par Larigné en 1994, du guide technique de conception des ouvrages de franchissement. Donc l'application Cassiope notamment intègre pas mal de ces critères qui sont dans ce document. On a également donc utilisé forcément le logiciel Cassiope. Et puis on s'est également inspiré du protocole d'information sur la continuité écologique qui a été édité plus récemment par l'OFB en 2014. Et donc à partir de l'ensemble des paramètres et pour chaque espèce qu'on a visée, on a construit des arbres décisionnels pour chaque type de passe pour savoir si la passe à poisson était efficace ou pas. Donc ça c'est juste un exemple. Donc, on a qualifié une passe non fonctionnelle, par exemple, quand la présence de chute, qu'on avait une chute en aval qui était pas adaptée pour l'espèce qu'on a ciblée, lorsque le tirant d'eau était trop faible, lorsque la pente de la passe à poisson était trop forte, ou lorsque l'analyse dans Cassiope n'était pas satisfaisante. Et donc là, vous voyez le petit tableau en bas à gauche. En fait, pour chaque type d'espèce, on a des critères, des paramètres limitants qui peuvent différer en fonction de l'espèce visée. Et donc à partir de ça, pour chaque type de passe à poisson, on a évalué la fonctionnalité de la passe. Donc ça, c'est un exemple de rendu qu'on a essayé qu'on a voulu qu'on a mis en forme en fait sous forme de carte. Donc là, ça donne une image aussi de la fonctionnalité des passes à poisson pour chaque espèce sur l'ensemble d'un axe. Et ça montre aussi, ça met en évidence certains blocages dès l'aval d'un cours d'eau. Donc voilà, et puis on a également précisé en fait à chaque fois la date de réalisation du diagnostic, puisqu'en fonction des conditions de débit, on pouvait avoir des évaluations qui différaient un petit peu. Alors globalement, ça c'est une diaporama, c'est une présentation sur l'état de l'entretien et du génie civil des passes à poissons. Donc globalement, les passes à poissons qu'on a diagnostiquées étaient relativement en bon état, puisque 80% des passes en fait, avaient un état relativement satisfaisant.
Et dans 87% des cas, le génie civil des passes à poissons était plutôt bon. Donc en fait, on a été un peu surpris là-dessus, mais en tout cas, le constat qu'on a fait, c'est que c'était globalement des dispositifs qui étaient durables dans le temps, enfin, en termes de génie civil en tout cas. En revanche, on a quand même 34% des passes qui présentaient une attractivité moyenne, voire mauvaise pour le poisson, et 60% des passes qui présentaient quand même des problèmes de fonctionnalité qui pouvaient être liés à des défauts d'entretien, même s'ils étaient minimes, à des problèmes de calage par rapport au débit, donc ça on a eu 28% des cas. Et puis dans 20% des cas, on avait quand même des problèmes de dimensionnement et des problèmes de calage par rapport au débit. Donc à la fois un problème de dimensionnement et puis un problème de calage par rapport au débit. Donc, et dans 21% des cas, on avait des problèmes de dévalaison. On n'a pas été plus loin dans le diagnostic, mais c'est quelque chose qu'on a pu vérifier. Concernant la fonctionnalité des passes à poissons par espèce, donc pour le saumon, il y avait 37% des passes qui avaient été jugées non fonctionnelles. Alors il y avait plusieurs raisons, hein. C'était des passes qui étaient quelquefois hors d'eau, quelquefois qui ne présentaient plus de chevrons, qui étaient quelquefois équipés de planches. Donc ça, c'était une volonté de certaines pêcheurs, enfin de pêcheurs en fait, de bloquer les saumons en aval de l'obstacle. Dans pas mal de cas aussi, on avait des fosses d'appel qui étaient insuffisantes pour permettre aux poissons sauteurs de franchir la passe à poisson. Et puis, dans certains cas également, des tirants d'eau trop faibles. Donc voilà, donc globalement, les passes à l'enrichisseur étaient plutôt bien dimensionnées, mais on avait quand même des défauts d'entretien qui peuvent être liés à des problèmes, des chevrons, des ralentisseurs qui sont supprimés. Pour la grande halose et la lamproie marine, donc là le constat il est un petit peu moins optimiste, puisque dans 80% des cas pour la lose, les passes ont été jugées non fonctionnelles et 64% pour la lamproie marine. Donc en fait, c'est lié au fait que c'est des espèces qui ne sont pas sauteuses. Dans la plupart des cas, on avait des jets plongeants, donc en fait, qui sont impossibles, des chutes qui sont faites de façon à ce que les poissons n'arrivent pas à franchir la passe à poisson. Donc en général, les passes à bassin ou les pré-barrages, on a pu constater que c'était des ouvrages qui n'étaient pas, des dispositifs de franchissement qui n'étaient pas adaptés en fait pour la grande halose et la lamproie marine et qui avaient été conçus à l'époque plus spécifiquement en fait pour les salmonidés migrateurs. Donc là, il y aurait un travail à mener là-dessus. Quant à l'anguille, alors je ne vais pas parler des espèces holobiotiques dans ma présentation, mais ça a été fait également. Alors pour l'anguille, il y a 78% des obstacles qui n'étaient pas équipés de passes à anguille. Alors cependant, on a la présence de voies de reptation sur ces ouvrages. On n'a pas été jusqu'à analyser la fonctionnalité de ces voies de reptation pour chacun des ouvrages. Sur les passes à poissons, les passes à anguilles existantes, il y a 44% des passes qui n'étaient pas fonctionnelles. Alors les raisons étaient les suivantes. C'est souvent une suralimentation de la passe à anguille le jour de la visite ou une longueur de passe trop élevée. Donc finalement, sur les 49 passes à poissons qui ont été diagnostiquées, il y en a seulement 2 qui ont été qualifiées comme fonctionnelles pour toutes les espèces visées par le classement en liste 2. Donc c'est vraiment très très peu d'un point de vue général. Alors pour comparer ces résultats avec d'autres bassins versants français, alors il y a quelques études qui ont été menées auparavant, avant 2012 en France, par la Cater Basse-Normandie en 2005, Migado, Logrami en 2006. Alors, ce que l'étude en Bretagne montre, c'est que 5% des passes diagnostiquées sont fonctionnelles. Donc, je parlais de 2 obstacles de passes à poisson tout à l'heure. 27% sont sélectives et 66% des passes ne sont pas fonctionnelles. Donc, globalement, ce qu'on peut remarquer par rapport aux autres études qui avaient été faites en France, c'est qu'en termes d'entretien des passes de colmatage et d'engravement, on avait une situation qui était un peu moins alarmiste que sur les autres bassins français. Cependant, on a quand même 70% des passes non fonctionnelles pour la truite, le saumon, la lamproie marine et pour la lauze. Donc nous, on a été un petit peu plus loin dans les diagnostics qui avaient été réalisés auparavant. On a fait un pré-diagnostic un peu plus précis en prenant des mesures sur le terrain qui permettent de dire quand même que la situation, elle n'est pas très satisfaisante en termes de fonctionnalité des passes. Voilà, bon, excepté peut-être pour les salmonidés. Alors, c'est une méthode, alors la limite de la méthode qu'on avait identifiée à l'époque, c'est que ça permet quand même d'identifier rapidement des dispositifs qui sont mal ou non adaptés pour l'espèce visée. Par
En revanche, ce n'est pas un diagnostic qui peut être utilisé par les services de l'État par rapport à cette vérification de la réglementation actuelle. Il faudrait aller un petit peu plus loin, puis avoir des éléments plus précis et des données plus précises, notamment sur la fonctionnalité et la franchissabilité des espèces sur les dispositifs de franchissement. Alors pour cela, on va partir sur des protocoles un petit peu plus compliqués. Donc nous, on n'a vraiment pas été jusque-là dans le cadre de ces travaux. Mais effectivement, souvent, les services de l'État, ils ont besoin d'éléments plus factuels pour pouvoir monter derrière un dossier réglementaire. Donc on avait fait, c'est juste des exemples, hein, mais il y avait un travail par radiotélémétrie ou marquage qui avait été fait sur l'Aulne en 99-2000 qui permettait d'avoir une évaluation en fait, du franchissement du saumon sur les 28 écluses de l'Aulne canalisée. Donc là, c'est vraiment des données factuelles qui permettent d'avoir une idée du franchissement des passes par les espèces. On peut également avoir des données de pêche électrique qui nous permettent d'avoir des éléments pour savoir si on a la présence, par exemple, de jeunes saumons à l'amont des ouvrages. C'est des suivis qui sont faits tous les ans. Donc c'est vrai que là, sur un exemple qu'on avait, on avait diagnostiqué la passe à poisson de Kellenec sur le quai Fleude. Notre étude a permis de dire qu'elle était sélective. Pour autant, toutes les pêches électriques qui ont été faites sur cette rivière-là et sur les stations qui étaient situées en amont ne montraient la présence d'aucun saumon, en fait, d'aucun petit saumon. Donc voilà, ça montre aussi les limites de notre méthode. Voilà, et puis bien sûr, hein, on n'a pas pris en compte quand un dispositif de franchissement est situé à l'aval, en zone médiane ou à l'amont, la franchissabilité par le poisson, son état de santé va être assez variable. Donc c'est quand même des paramètres environnementaux et l'état du poisson sont quand même des paramètres à prendre en compte pour évaluer en fait le franchissement d'une espèce sur une passe à poisson. Donc voilà, donc là juste pour faire le lien avec la présentation d'Angéline, on est en train de voir pour mettre en œuvre en fait l'application GEPAP en Bretagne. Voilà, mais c'est un outil que Angéline va vous présenter à l'instant. Merci. Bonjour, donc Angéline Sénécal de Loire Grand Migrateur. Donc moi je vais plutôt insister après ce que vous a présenté Gaëlle sur la fonctionnalité, vraiment sur l'entretien des passes à poissons. Donc juste un petit rappel, hein, mais je pense que vous savez tous, hein, la passe à poissons c'est une solution alternative quand il y a des usages, mais qui peut être à efficacité partielle, hein, puisqu'on a des taux d'efficacité qui varient de 70 à 90% selon les passes et les espèces quand elles sont bien réalisées. Donc c'est là où on rejoint la fonctionnalité présentée par Gaëlle. Elle peut bien sûr engendrer des retards. Et puis évidemment, on le sait maintenant, un tas d'études ont montré que le cumul d'ouvrages, même équipés de dispositifs de franchissement performants, entraîne une perte de franchissabilité sur l'ensemble de l'axe et également un cumul de retards. Et enfin, ce n'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, mais évidemment, les passes à poissons ne traitent pas les impacts de la retenue ni le transport des sédiments. Donc deux conditions pour qu'un dispositif de franchissement remplisse complètement son rôle, la fonctionnalité et l'entretien régulier. Puisque une passe à poissons, ça reste un ouvrage artificiel et comme tout ouvrage artificiel, un pont, etc., il demande une gestion, donc des interventions humaines, des coûts derrière. Le mauvais entretien des passes à poissons, pour le coup, c'est un problème récurrent qui a été constaté dans beaucoup d'endroits, donc l'encombrement, l'engravement, etc. Avec notamment une étude de Basse-Normandie qui montrait en 2005 que 33% de passes avaient un défaut d'entretien ou une gestion hydraulique inadaptée. En Loire, on a également réalisé une étude qui montrait que 60% des passes à poissons font l'objet d'un défaut d'entretien. Et on peut aussi citer le Rhin où, pour la même chose, là, ils étaient arrivés à 65% de passes mal entretenues. Donc je le rappelle, une passe encombrée peut à elle seule empêcher la colonisation d'un axe entier. Et ça, c'est vraiment très important à répéter et rabâcher auprès des propriétaires et des gestionnaires, qui, malgré l'obligation réglementaire, sont parfois, et généralement en tout cas
sur notre bassin versant, peu conscients de l'importance de gérer et de suivre ces passes à poissons qui sont des ouvrages artificiels et de l'importance de la régularité de l'entretien. Donc pour ça, il faut savoir avoir quelques données, notamment de savoir quand il faut avoir un contrôle régulier et un besoin d'entretien de ces passes. Donc nous avons réalisé un guide d'entretien des passes à poissons et en rassemblant un certain nombre de données, on a conclu que l'entretien devait être fréquent de façon quasi hebdomadaire pendant les périodes de migration. Mais bien sûr, c'est en fonction des cours d'eau et des espèces. Après chaque épisode de crue, évidemment, hein, puisque les épisodes de crue sont propices à faire en sorte d'amener des embâcles, des encombrements. Et puis un entretien annuel approfondi avec mise à sec du dispositif afin d'observer les parties habituellement immergées. Donc ça permet également même d'aller parfois un peu au-delà de l'entretien et également de la fonctionnalité quand il y a des parties de l'ouvrage qui ont pu être endommagées. Donc ça conditionne la franchissabilité optimale qui est également, je le rappelle, fonction de la conception d'une passe à poissons. Sans cet entretien régulier tout au long de l'année, il y a souvent des problèmes et la fonctionnalité et la franchissabilité n'est pas au rendez-vous. Donc je vous ai mis un petit exemple de ce qu'on a fait sur le bassin de la Loire, c'est-à-dire pour chaque grand secteur du bassin, on a réalisé grâce aux données notamment des stations de comptage et des migrations aux stations de comptage le calendrier des migrations de chaque espèce à la montaison et à la dévalaison et pour chaque secteur. Et ça, ce sont des choses qui sont importantes, qui sont demandées aussi, hein, dont les gestionnaires et les propriétaires sont demandeurs. Donc comment il faut montrer l'impact des dysfonctionnements par des études, des suivis, parce que maintenant il en existe un certain nombre. Il faut également prévenir plutôt que guérir, ça c'est très important. Notamment prévenir des coûts de l'entretien d'un dispositif de franchissement, puisque comme je disais tout à l'heure, les gestionnaires propriétaires ne sont pas toujours conscients de ça, puisque ces coûts-là sont... Quand on réalise un arasement sur un ouvrage où il n'y a pas d'usage, par exemple, après l'arasement, c'est terminé ou quasi terminé. On peut faire un suivi, mais on n'a pas de coût d'entretien derrière. Quand on réalise une passe à poissons, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est une solution qui engendre en fait une gestion et un entretien à long terme derrière. Également veiller à des points clés lors de la conception d'une passe à poissons, puisqu'on peut anticiper l'entretien du dispositif. On peut citer les drones, on peut citer les drones, on peut citer d'autres choses comme ça. Et également, on peut aussi jouer sur l'aspect réglementaire. Ça se fait de plus en plus. C'est intégrer, bien qu'il y ait une disposition réglementaire, intégrer en plus dans le règlement d'eau de l'ouvrage l'obligation d'entretien avec des périodes, etc. Il faut accompagner les gestionnaires. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire sur le bassin de la Loire avec un guide technique et des fiches techniques pour le contrôle, mais il en existe aussi ailleurs. Organiser les contrôles entretien, ça c'est un petit peu plus compliqué. Parfois il y a des structures gémapiennes qui se saisissent du sujet et qui essayent de soit travailler avec les propriétaires, soit remplacer un petit peu quelque part les propriétaires avec une convention. Mais c'est des choses qui ne se font pas encore de façon très importante à ma connaissance. Et puis sur le bassin versant de la Loire, nous on a choisi, après le guide technique qu'on a réalisé il y a quelques années, de développer un outil qui s'appelle GPAP,
qui est une sorte d'application web sur laquelle on peut directement sur le terrain entrer des données concernant l'état d'un point de vue de l'entretien d'une passe à poisson. À propos des coûts, je voulais rappeler aussi quelques données. Dans le cadre du guide dont je vous ai parlé déjà, on a travaillé avec la Lyonnaise des Eaux en partenariat pour qu'on évalue l'entretien annuel global pour chaque type de dispositif. Donc passe à ralentisseur, passe à bassin, rivière de contournement, passe anguille, etc. Ce qu'on a fait, c'est que nous, on a estimé les entretiens à faire, c'est-à-dire on leur a montré les différents types de passe à poisson, on leur a dit les points clés à regarder et on leur a donné les périodes, enfin le calendrier, comme je vous ai montré tout à l'heure, hebdomadaire pendant les périodes de migration, etc. Et ce qu'eux ont fait, c'est qu'avec leur coût personnel et leur chiffrage, en fait, ils ont pu, à partir de notre travail et du leur, chiffrer l'entretien annuel d'une passe à poisson. Globalement, je vous ai juste mis, il y a des données dans le guide, mais je vous ai juste mis un coût moyen, enfin médian, puisque évidemment ça dépend du type de passe à poisson. On va moins intervenir globalement sur une rivière de contournement que sur une passe à bassin où il y a beaucoup d'ouvrages de gestion, etc. Donc on était à 6 kg par an en médiane. C'est vraiment une médiane que je vous ai dit. Voilà. Comment, donc je vous ai mis simplement pour que vous ayez un aperçu de ce qu'on a fait dans le guide, et du coup l'application qu'on a réalisée reprend simplement les items du guide pour le contrôle de l'entretien. Mais dans le guide, par exemple, pour une passe à bassin, on a donné des exemples, enfin pas donné des exemples, listés, mais là je vous ai mis seulement quelques exemples de tout ce qu'il fallait faire lors de la conception, donc protéger la prise d'eau, prévoir une vanne au niveau de la prise d'eau, mettre en place des mires gradués, des choses comme ça. Connaître les points faibles du dispositif, du type du dispositif, qui ne sont pas les mêmes en fonction du type de dispositif, en fonction de si on a affaire donc, à une passe à bassin, une rivière de contournement, une passe anguille, etc. Et puis ensuite, contrôler, donc, pour ce qui concerne par exemple l'exemple de la passe à bassin, montrer les différents points à contrôler. Donc là, c'est l'entrée hydraulique, les connexions interbassins et l'engravement des bassins. Donc pour finir, juste une diapositive plus précise sur GEPAP, l'outil mobile de suivi et de gestion des passes à poissons qu'on a développé sur le bassin de la Loire. Concrètement, à partir des items du guide, c'est-à-dire regarder en fonction du type de passe à poisson ce qu'il faut regarder, c'est-à-dire est-ce que l'entrée hydraulique est encombrée, est-ce que les chutes interbassins sont bonnes, etc. On a repris ça dans une application web et elle permet donc de renseigner l'état d'un ou plusieurs dispositifs de franchissement de façon guidée, hein, c'est vraiment guidé. Et c'est relativement facile d'y adjoindre des photos, d'envoyer et de partager ces constatations par mail ou enfin de les exporter, ces constatations sous Excel. Alors, il y a encore des choses à améliorer, hein, puisque notamment les exports sous Excel ne sont pas idéaux, on va dire. Et pour le moment, cette application ne permet de renseigner des tas de passes à poissons qui sont seulement sur le bassin de la Loire. Donc, comme vous l'a dit Gaël, on est en réflexion pour enrichir la base donc, de GEPAP d'autres ouvrages et notamment réaliser un test en Bretagne. Voilà, donc là je vous ai mis pour quand vous aurez les diaporamas un lien où vous retrouverez tous les documents à la fois présentés par Gaël et par moi normalement. Voilà, je vous remercie.